Allez, top, j'ai galéré avec la mise au point du setup, je suis désolé, la qualité elle va être dégradée parce que je suis obligé de passer par un logiciel dégueulasse qui me casse la tête depuis 1 heure et demie. Donc aujourd'hui j'ai envie de faire une sorte de réponse débat à quelqu'un que vous devez sûrement connaître, il s'appelle La Cartouche. En tout cas, ça c'est le nom de sa chaîne, il s'appelle Ralph Muller. Je vous explique le comment du pourquoi je me retrouve à faire une sorte de vidéo réponse à sa dernière vidéo sur YouTube. J'ai vu passer des extraits en format réel sur Instagram sur lesquels j'étais absolument pas d'accord. Au début, je pensais faire des vidéos réponses à ces deux jeux réels, mais quand j'ai compris qu'ils étaient issus d'une même vidéo YouTube, je me suis dit que ça pouvait être beaucoup plus pertinent de faire une sorte de grosse vidéo réponse, un peu rapide, un peu sympa, directement sur YouTube. Ça laissera place à une réponse ou pas, en fonction de la qualité de mon intervention. À tout moment, la cartouche, il va avoir ma réponse, il va dire ça pue sa grand-mère. Mais t'as utilisé le mode Absolument. Studio Learn? Est-ce que tu te sers Est-ce que du t'as mode utilisé le Study mode and Studio Learn? Learn? Non. Donc alors, le titre de sa vidéo sur YouTube, vous pouvez la retrouver, c'est Médiocrité et mauvaise foi, le destin du militant. C'est une longue vidéo de 30 minutes dans laquelle il dit, grosso modo, que le destin du militant, c'est de finir médiocre et de mauvaise foi. Voilà, c'est le titre de sa vidéo. J'ai commencé à écouter les 10 premières minutes de sa vidéo. Je ne suis pas encore tombé sur les extraits qui m'avaient un petit peu interloqué sur Instagram, donc on va y retomber ensemble cette fois-ci. Mais il y a déjà un point sur lequel je voulais répondre. Donc je vais vous passer au fur et à mesure les passages sur lesquels il me semble impertinent, enfin qui me semble pertinent que j'apporte une réponse. Puis le reste, bon bah si vous voulez voir la vidéo en entier, allez-y. Je pense que vous vous régalerez. Dans tous les cas, c'est un YouTuber qui fait des vidéos très quali tout le temps. Donc, on va passer maintenant à la deuxième scène, Réac. Je vais essayer de répondre à cette question avec le développement qui va suivre. Je pars du principe que dans la plupart des cas, les gens s'engagent pour des motifs sincères. Ils sont pas d'accord avec certaines choses et ils aimeraient contribuer à les changer. Ils ressentent une envie de s'investir, ils veulent avoir un rôle à jouer dans le destin collectif, donc ils s'engagent. Sur internet, à l'université, dans un parti, ils constatent que d'autres partagent leur indignation, ce qui les leur rend sympathiques, donc ils se joignent à eux. Et petit à petit, celui qui s'était engagé sur fond d'un ressenti très personnel se trouve apprivoisé dans une structure qui pense et ressent à sa place. Le confort et la joie d'appartenir à un groupe diluent progressivement l'individualité et la disponibilité intellectuelle de la personne qui s'engage. Elle et ses pairs partagent un code, un langage, une vision du monde, et par solidarité et par principe, leur jugement est toujours en avance sur les faits. Et c'est à partir de là qu'on dit à la réalité « merci pour tout, on n'a plus besoin de toi ». Et on voit comment aujourd'hui, moi excusez-moi, mais moi aujourd'hui, France Info, c'est un égout pour moi. C'est un égout médiatique. Parce qu'on retrouve exactement le même modèle politique qui est appliqué à France Info que ce qu'on a vu sur les exemples de CNews. Paradoxalement, l'engagement, au sens où je l'entends ici, est soit le symptôme, soit la cause d'une perte d'individualité. Sartre disait que le premier but de la mauvaise foi, c'est précisément de se fuir soi-même. Cet engagement-là, il offre à celui qui s'y adonne un système de valeurs prêt à l'emploi et il le libère de l'incertitude. L'adhésion totale à un... Bon, c'est mal illustré avec les propos que je viens de vous montrer et de vous faire écouter à l'instant dans sa vidéo. Mais en fait, il fait tout un premier développement en nous montrant des exemples de militants qui, à ses yeux, sont devenus de plus en plus médiocres à cause de leur engagement politique, ou en tout cas au fur et à mesure du développement de leur engagement politique. Il cite l'exemple de Victor Ferry, il cite l'exemple de Vikorovic, là, j'ai oublié, de Vikorovic, et il cite, voilà, pas mal de créateurs de contenu en particulier qui seraient devenus mauvais au fur et à mesure de leur engagement politique. Et en fait, je trouve ça dommage parce que c'est là quelle est l'erreur, à mon sens, de son raisonnement. La cartouche prend bien le temps de définir la plupart des termes qu'il va employer, sauf celui de militant. Et en fait, justement, s'il avait pris peut-être plus de temps à définir le militant, il aurait pu faire une distinction entre la personne qui est surexposée médiatiquement de par son statut, donc celui d'élu, celui de créateur de contenu, d'influenceur ou que sais-je, du militant de terrain, de base, qui ne subit pas forcément les mêmes pressions politiques, médiatiques, psychologiques, sociales, morales, idéologiques même, qui ne vont pas forcément jouer ou influencer de la même manière sur lui que sur le créateur de contenu, par exemple. Et justement, je trouve que ce point-là, ça pêche quand même sur son analyse. Il va nous apporter ensuite tout de suite, là, son développement, il se fait sur l'analyse des militants, etc. Mais si tu ne fais pas la distinction entre ces deux types de militantisme qui n'ont en vrai rien à voir sur les différentes forces, sur les différents cercles de domination, je trouve peut-être que le raisonnement finit par être un petit peu caduque. Il est nul. Mais on va voir, parce que peut-être qu'il va le définir un peu plus tard et que c'est moi qui dis de la merde. Je suis une personne sérieuse. Camp politique soulage l'individu du poids de la réflexion, du poids du doute et de la complexité désespérante du réel. Un système idéologique, c'est une cartographie du monde qui règle d'avance les questions difficiles.
Il donne une direction, il détermine qui sont les bons et qui sont les mauvais, et de ce point de vue-là, la mauvaise foi est aussi une réponse au problème de la liberté. Le militantisme, c'est un court-circuit de l'expérience, contrairement à l'engagement véritable dont parle Landsberg, où la personne est impliquée dans sa chair et sa conscience. Comme il le dit dans l'article que j'ai cité, le premier engagement, c'est d'accueillir l'expérience, c'est-à-dire de laisser les choses et les événements résonner en soi. L'engagement doit naître de l'expérience, et malheureusement, souvent il finit par la remplacer. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, il n'y a pas plus désengagé qu'un homme engagé. Désengagé parce qu'il ne voit plus ce qu'il voit. Et il ne voit plus ce qu'il voit parce qu'il a fait une sorte de pacte tacite. J'aliène une partie de ma liberté, et en contrepartie, je serai, au moment propice, tantôt aveugle, tantôt illuminé. Comme l'écrivait Sartre dans le chapitre qu'il y consacre dans L'être et le néant, la mauvaise foi saisit des évidences, mais elle est d'avance résignée à ne pas être remplie par ces évidences, à ne pas être persuadée et transformée en bonne foi. La mauvaise foi implique par définition un rapport tordu à la réalité. L'individu de mauvaise foi sait ce qu'il ne doit pas savoir et se fait pas prier pour croire tout ce qui peut jouer en sa faveur. Mais en fait, justement, sur ce principe-là de mauvaise foi, j'aimerais quand même revenir dessus. Si on a la cartouche qui définit la mauvaise foi comme étant la volonté, ou pas d'ailleurs, d'une personne de ne plus vouloir faire confiance à son expérience de la réalité pour ensuite en moduler à la fois son discours politique et même ses aspirations. Sauf que là, où je ne suis pas d'accord, c'est que le militant politique, il a pour objectif une société idéale. C'est son objectif. Il considère qu'il a une grille d'analyse, un objectif à atteindre, qui lui permettrait d'obtenir une société plus ou moins idéale. Cette société, elle peut connaître plus ou moins de défauts, mais qui pourrait être réglée une fois que cette société serait atteinte, son objectif serait atteint. Donc, en effet, dans ce prisme-là, bien évidemment que pour lui, tous les autres types de sociétés qui lui seraient proposées seraient en opposition avec son idée politique. Étant donné que c'est un combat politique qui est en jeu, et que le but c'est de faire triompher son modèle de société, évidemment, et c'est même assez rationnel et logique, que la personne va tout mettre en œuvre pour gagner ce combat en fait. Il va faire des feintes, il va être de mauvaise foi, parce que quand bien même son idée politique ne serait pas la plus parfaite, il considère intrinsèquement qu'avec tous les défauts de son modèle politique, resterait quand même supérieur aux autres modèles politiques. Et c'est pour ça qu'il ne répondra pas. Et c'est pour ça que pour moi, le militant politique qui est le plus fervent ou qui a le plus de connaissances sur un sujet ne répondra pas aux quelques broutilles politiques de mise en place ou sur des points précis de loi à modifier actuellement dans un système qui ne lui convient pas. Mais il ne fera d'ailleurs que des débats politiques sur des idées de fond. Je sais pas, le communiste et le libéral n'ont pas à discuter l'un et l'autre de la pertinence d'augmenter ou non le SMIC dans notre réalité. La seule pertinence qu'ils pourraient avoir dans leur débat, ce serait je sais pas, sur le droit de propriété ou alors sur la valeur du travail, ou alors sur la définition de la valeur du travail, et que évidemment dans la vie de tous les jours, leurs prismes d'analyse vont faire en sorte que sur des sujets, ils pourront plus ou moins être d'accord l'un et l'autre, mais ils ne vont pas se donner des points mutuels l'un à l'autre, puisqu'en fait, ils ont des modèles de société qui restent différents à l'origine. Quand on invite Medine, par exemple, comme les écologistes, qui est un rappeur misogyne, antisémite, islamiste, à ses universités d'été, quand on dit que le voile est un embellissement pour les femmes, comment peut-on défendre les femmes et lutter contre la misogynie? C'est une vraie question que je me pose. Alors Sandrine Rousseau, mais tout est ramené aux étrangers, c'est un truc dingue, parce que c'est comme si on était dans l'incapacité de voir la misogynie dans son propre camp. Et moi, je l'ai dit, dans mon propre camp, il y a des quand on parle de stratégie politique, eh bien, les femmes sont souvent mises de côté. Comme je le disais, l'engagement résulte souvent en une perte d'individualité. Le militant se croit augmenté dans sa subjectivité parce qu'il est porteur d'un discours fort et d'une vision tranchée des choses. Mais il oublie que cette vision et ce discours ne lui appartiennent pas et qu'il les a reçus de l'extérieur et que c'est d'ailleurs bien pour ça qu'il les adore. Généralement, le caractère d'un militant est inversement proportionnel aux efforts qu'il fait pour nous en convaincre. Parce que l'engagement, au contraire, est une démission face au devoir d'être un sujet. Alors attendez, j'arrive pas à suivre les connecteurs logiques entre les différentes phrases qui viennent d'être dites. Peut-être parce que j'ai un peu mis la vidéo en x1,5, mais pour le coup, on va revenir dessus là, ça me semble intéressant ce qu'il est en train de dire. Reçus de l'extérieur et que c'est d'ailleurs bien pour ça qu'il ne lui appartiennent pas et qu'il les a reçus de l'extérieur et que c'est d'ailleurs bien pour ça qu'il les adore. Généralement, le caractère d'un militant est inversement proportionnel aux efforts qu'il fait pour nous en convaincre. Parce que le caractère d'un militant est inversement proportionnel aux efforts qu'il fait pour nous en convaincre. Nous en convaincre de quoi? De ses idées politiques ou qu'il a du caractère? La phrase avait mal tourné. En fait, je reste déçu parce que je vois même pas le rapport avec l'exemple qu'il a donné juste avant. Peut-être qu'il y a des gens qui pourront m'éclairer dans les commentaires à ce sujet-là, mais je ne comprends pas cette partie. L'engagement, au contraire, est une démission face au devoir d'être un sujet et une diminution agréable du champ de la responsabilité. Ok, donc il parle bien du caractère, autant pour moi. Il parle bien du fait qu'il ait un caractère ou non, qu'il ait une forte personnalité. Donc plus
plus un militant essaye de vous convaincre de ses idées, moins il a de caractère propre. Parce qu'en fait, il s'est abandonné à son institution partisane. Ok, ouais, d'accord. Pour le coup, je le rejoins sur l'idée. Ok. J'ai plus à penser, j'ai plus à ressentir, et quoi qu'il arrive, je sais de quoi il retourne. C'est sans doute pour ça que le militant défend si farouchement ses idées, parfois au mépris des évidences, puisqu'une partie de sa structure psychologique dépend maintenant des croyances qui l'ont consolidé. Renoncer à dire et à penser ce que son engagement lui commande de dire et de penser, c'est courir le risque de faire face au vide qu'il a laissé derrière lui. Vous dites soi-disant origine ? Je trouve cela... Vous venez de dire soi-disant origine. Oui, je l'ai dit. Je trouve cela... Eh ben partez. Thomas, Eh ben, Thomas, partez. on va finir dans une minute. Eh ben, On va finir dans une Eh minute. ben, partez. On Eh doit, ben, voilà. on Eh doit ben, finir partez. dans une minute. Alors évidemment, le groupe n'existe que vis-à-vis d'un autre groupe. J'ai un peu du mal avec les exemples qui sont donnés à chaque fois. J'ai l'impression qu'ils n'illustrent pas ce qu'ils... Quand on est engagé, on a besoin de l'adversaire et on a tout intérêt à ce que la réalité corresponde au discours qu'on tient sur elle. C'est-à-dire qu'on a tout intérêt à ce que l'autre soit aussi médiocre qu'on le dit être. Ça, Oui, c'est ok. le cœur de l'impasse du militantisme. On veut battre l'adversaire et en même temps, on a besoin de lui. Moi, je vois pas... En fait, justement, c'est là où j'ai du mal avec... et c'est le point sur lequel je voulais revenir. J'ai du mal avec cette idée que ce serait le militantisme, c'est-à-dire l'action d'être militant, qui serait dans son essence quelque chose qui aurait pour vocation de fourvoyer les gens. En fait, il serait totalement possible d'imaginer un militantisme intellectuellement plus poussé qui donnerait les outils nécessaires aux individus pour justement réfléchir par eux-mêmes. Ah ouais, non, ok. En fait, c'est vrai qu'en faisant le raisonnement, je touche du doigt exactement ce qu'il essaie de dire. Parce qu'à partir du moment où tu es militant, le militant, il ne peut pas être militant en dehors d'une structure qui pense déjà pour lui. Et encore une fois, tout vient sur la définition de militant. Il ne nous a pas donné une définition satisfaisante de militant. Est-ce qu'il est possible d'être militant en dehors de structures militantes et partisanes ? Est-ce que lui, le travail de la cartouche et de la cartouche, ou de Ralph Muller, c'est un travail qui est militant selon lui. Parce que pour moi, la façon dont j'appréhende le militantisme, Ralph Muller fait un travail militant. Je ne pourrais pas dire exactement pourquoi est-ce qu'il milite. Il milite peut-être juste pour ses idées, pour son ego, pour sa chaîne, pour ses intérêts. Mais il milite, c'est un militant. Est-ce que ce serait spécifiquement le militant politique, au sens de la politique comme on le voit dans la course au pouvoir et à son usage? Ou est-ce que ce serait le fait de vouloir convaincre d'autres personnes d'une idée générale qui semblerait être la meilleure pour la société dans laquelle on évoluerait? Lui pour exister. C'est une variation autour du thème du maître et de l'esclave tel qu'il a été développé par Hegel. Le je a besoin du tu, et c'est en fait, l'identité est toujours dialectique. Et elle est d'autant plus forte que celle de l'autre l'est aussi. Il y a qu'à voir la vitesse de réaction des médias engagés quand il y a un drame pour saisir toute l'ambiguïté de leur situation. Et je dis pas que c'était leur plan et que tout est cynique chez eux, mais cette duplicité, elle est inhérente à la logique de l'engagement. C'est pour ça qu'on peut pas parvenir à ses fins en parlant au nom d'un camp. Parce que parler au nom d'un camp, c'est investir dans l'infamie du camp adverse. Et donc, secrètement, souhaiter que rien ne change, si ce n'est que les choses empirent. Pour un militant, le plaisir du « on vous l'avait bien dit » l'emporte sur l'intérêt collectif. Politique. Quand je regarde certaines figures du stream, par exemple, j'ai parfois du mal à distinguer celles de droite et celles de gauche, qui me semblent étonnamment similaires dans leur attitude, leur code, leur style, leur langage, etc. C'est-à-dire qu'ils sont à mon avis des produits de la culture internet avant d'être de droite ou de gauche. Et j'ai aucun mal à imaginer un monde possible où ils seraient respectivement du bord opposé. Parce que d'abord et avant tout, ils occupent une place dans un système d'opposition. Ils semblent répondre à un même arbitraire que celui qui nous fait choisir entre l'équipe rouge et l'équipe bleue. J'en ai parlé dans une vidéo précédente. L'engagement en dit plus de la psychologie d'une personne que de la construction de ses idées. Et il y a une racine psychologique commune à la radicalité. C'est pour ça que j'ai le sentiment qu'il y a plus de gens qui passent d'un extrême à l'autre qu'il n'y a de transfuge entre gauche et droite, parce que la radicalité est le plus souvent bancale et donc réversible. Encore une fois, j'ai encore un peu du mal avec cette micro-précision. On va peut-être me dire que c'est... Mais pour moi, il parle pas de radicalité, il parle d'extrémisme. Au sens vraiment premier du terme. Parce qu'en fait, tu peux très bien être radical sans être extrémiste. Plus tu es radical, moins tu as de chances de finir dans le camp adverse. Et inversement, plus tu es extrémiste, et plus tu as de chances de finir dans les deux extrêmes. Parce que au final, la personne qui est radicale ne s'attaque pas à la même chose, ou de la même manière au problème, et n'apporte donc pas les mêmes solutions, et donc n'a pas le même cheminement intellectuel ou de pensée que la personne qui est extrême. Dans un même camp, tu peux avoir des personnes extrêmes et des personnes radicales. La personne extrême aura en effet tendance à pouvoir passer de l'extrême gauche à l'extrême droite, mais la personne radicale qui est à l'extrême droite pour des idées, pour un raisonnement
qu'il a bâti avec une volonté politique qui peut être bâtie sur un raisonnement idéologique très construit sur plusieurs années, sera beaucoup plus ancré dans son paysage politique et aura beaucoup moins tendance à changer. Et encore une fois, on est toujours sur ce micro-propos de la définition du militant, la définition du radical. Et peut-être que je joue un peu sur les mots pour certains, parce que dans le fond, sur la plupart du développement qu'il est en train de faire, je suis en fait beaucoup plus d'accord que ce à quoi je m'attendais en ouvrant la vidéo, au vu de ce que j'avais vu sur les shorts que j'avais vus sur Instagram. Source de l'engagement radical. Que cet engagement est souvent le symptôme de quelque chose qui n'a rien à voir avec la politique. Et c'est aussi pour ça qu'il prend si souvent l'allure d'un jeu. Moi j'ai dit Moulaga à l'Assemblée nationale. L'un de mes objectifs était de faire entrer Chez. J'ai réussi. Je pense que la notion de jeu est appropriée parce que le militantisme, par la duplicité que je décrivais tout à l'heure, et par cette situation ambivalente où se trouve le militant qui dépend de ce qu'il combat, le militantisme repose bien sur une forme de faire comme si. Les militants des deux bords dialoguent pas, mais ils jouent les uns avec les autres. Un jeu de la surenchère où l'outrance des uns donne aux autres le droit irrésistible de faire pareil. Et vous aurez sans doute remarqué qu'ils utilisent souvent les mêmes expressions et le même humour. Ça, c'est des larmes de gens d'extrême droite en fait, que je collecte. En fait, quand ils pleurent, je me mets comme ça. Ce jeu, il a l'avantage de sortir le militant du temps historique pour l'inscrire dans un temps abstrait qui est celui du jeu, qui, contrairement au temps historique, est un temps qui ne passe pas. Mais là, j'ai encore une fois du mal avec... C'est pas tant qu'ils ont... En fait, il l'a pourtant dit tout à l'heure de manière assez intéressante, c'est que ils sont tous issus, ils ont tous la même culture, c'est-à-dire qu'ils ont la même culture Internet en particulier. Pour les larmes des gauchistes, les larmes des droitards, c'est vraiment issu de la culture populaire d'Internet, de boire les larmes des autres personnes. C'est presque une phrase qui fait partie du langage courant. Mais je vois pas pourquoi est-ce que si des personnes qui ont grosso modo les mêmes cultures seraient forcément proches. Tu peux très bien partager des éléments culturels avec des personnes en étant opposé sur tout le reste de la façon dont tu appréhendes la culture, de la façon dont tu classifies ces cultures, même la façon dont tu préfères que ces cultures évoluent aussi. Donc je vois pas en quoi ceci pourrait être un argument pertinent. Le jeu, c'est par essence ce qui ne se termine jamais dans la mesure où on peut toujours recommencer. Et de fait, le militant prend plaisir à toujours recommencer. Il s'offusque, il réagit, il se repose et il recommence. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne commence jamais avec le projet d'achever quoi que ce soit. Il se garantit comme ça une bonne dose d'aventure. Et encore une fois, là, c'est pour ça que j'appuie vraiment dessus. Le vrai problème de la vidéo, c'est le manque de définition du mot militant. Parce que théoriquement, le militant politique, quand on définit un parti politique, la façon de définir un parti politique, c'est de dire c'est une organisation avec des statuts juridiques spécifiques qui recherche la conquête du pouvoir, qui est en recherche de la conquête du pouvoir dans le but de l'exercer. Donc du coup, si c'est un militant politique qui fait partie d'un groupe politique, son but c'est quand même à la fin d'exercer le pouvoir. Donc de finir d'accomplir quelque chose. Risque de l'inconnu. Il joue à la surprise, il joue à l'émotion, sans avoir à répondre jamais d'une émotion véritable. Il est chez lui avec l'ennemi, qui n'est pas tant un ennemi qu'un complice paradoxal. Il s'est trouvé une bataille qui lui donne à la fois les frissons de l'obscurité et la chaleur du domicile. Quand on regarde certaines images, on a parfois l'impression qu'ils sont contents de ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est qu'ils existent. Tout simplement. Ah, moi j'ai du mal. Non, j'ai du mal. Ils sont pas contents de combattre. Moi je pense pas que le militant, il soit heureux de combattre. Il peut avoir des phases d'euphorie lorsqu'il se rend compte que petit à petit les gens finissent par être d'accord avec lui, qu'il peut être content de savoir que le combat est peut-être bientôt fini, ou que dans ce fameux combat il y a des batailles qui sont gagnées, et de la même manière qu'il peut être triste quand il y a des combats qui sont perdus. En fait, il n'est pas content de la situation de combat, il est content des victoires dans ces combats. Ils existent. Le sentiment d'exister, beaucoup le cherchent et souffrent de ne pas le ressentir, aujourd'hui sans doute plus que jamais. Mais eux, les militants, ils existent. De façon pleine. Ils ont un but, ils ont des obstacles, des valeurs, des adversaires, une identité. Ils ont trouvé un moyen d'inscrire l'aléatoire de l'existence dans une trame narrative qui donne du sens à cet aléatoire. Autrement dit, ils savent pourquoi ils vivent. De ce point de vue, le phénomène militant dit aussi quelque chose d'une désorientation contemporaine et d'un besoin de s'identifier à des récits qui soulagent du poids de la liberté. Parce que c'est sûr que c'est pas évident d'être un individu jeté dans un monde qui lui dit qu'il est libre de faire ce qu'il veut et que par ailleurs tout est relatif. Alors dans ce cas-là, on commence par quoi? On fait quoi? Et pour quelle raison? Pascal Bruckner avait bien décrit cette situation en 95, en anticipant même que l'appel à l'adversité serait un remède pour cet individu libre et inquiet. Ça me frustre un petit peu parce qu'en fait je me rends compte que j'ai l'air de juste pinailler sur des éléments de détail, parce que sur le fond je suis quand même
Bah, d'accord. Et en fait, je viens de revoir du coup les passages sur lesquels j'avais des choses à dire en tant que spectateur de ce que j'avais pu voir sur Instagram. Et maintenant qu'il s'inscrit vraiment dans sa trame complète de vidéos, bon, j'ai moins de choses à dire que ce que je pensais. Mais en fait, c'est bête à quel point. Et je pense que, en vrai, allez, maintenant que j'ai vu. Là, il reste quoi? Il reste 10 minutes de vidéo. Même pas, il reste 4 minutes de vidéo. Être d'accord avec 80% du discours, mais encore une fois, tout dépendra de la définition du militant qu'il donnerait. Alors, si tu vois cette vidéo, mon cher Ralph Muller, on ne se connaît absolument pas. J'aimerais bien que tu puisses apporter cet élément de précision. Alors, pas forcément une vidéo de 30 minutes sur cette question, à moins que tu aies 30 minutes de vidéo à faire sur la définition de militant, mais je suis absolument persuadé que ça permettrait de pouvoir éclaircir les quelques points de définition, enfin, les quelques points de désaccord que je pourrais avoir avec toi. Après, tu me dois rien, donc en vrai, à tout moment, il va juste me dire j'en ai rien à foutre. Il veut quoi, ce gros noir? Alors que faire de tout ça? Il ne s'agit pas pour moi de défendre l'option d'un centrisme mou qui, à force de se définir par la négative, aboutit bel et bien au néant. En plus, je pense, à titre... Ben voilà, là pour le coup j'ai bien fait de regarder sa vidéo en entier avant de faire la réaction, parce que moi je pensais pouvoir l'attaquer avec ce prisme là. J'avais imaginé en écoutant son premier short qu'il était dans une sorte de centrisme mou comme il vient de le décrire, et j'allais l'attaquer sur ça, ce qui n'est visiblement pas du tout le cas. Donc je suis quand même très heureux d'avoir regardé sa vidéo en entier, c'est ce que je fais en général dans tous les cas. Mais d'ailleurs tiens, c'est vrai que je suis même pas abonné, il est temps que je le fasse. D'ailleurs, abonnez-vous aussi à ma chaîne. Voilà, je fais preuve d'honnêteté intellectuelle. Ce serait cool d'avoir un peu de follow, non? Mais, eh bien, écoutez, bonne expérience intellectuelle pour le coup. personnel que ça n'existe pas, d'être ni de droite ni de gauche. Je pense qu'à partir du moment où on s'intéresse à la politique, on a forcément une sensibilité qui se déclare d'un côté ou de l'autre. Je ne suis pas centriste. Vous n'êtes pas centriste? Ah non. Pourquoi pas? Parce que je trouve ça dégoûtant d'être centriste. Ce qu'il faudrait, à mon avis, et je sais bien que tout ce que je vais dire maintenant relève de l'idéal, mais je le dis quand même, ce qu'il faudrait, c'est être capable d'être de gauche et de soutenir par moments des idées de droite, et vice-versa. D'être capable de cette fluidité, qui est tout simplement la fluidité de la réalité et de la vie. Sans faire... Ah ben voilà, en fait c'est ça que j'avais vu sur TikTok et qui m'avait pas mis hors de moi parce que le terme serait fort, mais c'était ce passage-là qui pour moi me semble totalement impossible. Puisqu'en fait, si tu as des idéaux différents, enfin des idéals, je voudrais pas dire ça comme ça, mais des idéaux de société, enfin des idéals de société différentes, bah en fait tu as peut-être des points de raccord entre la droite et la gauche, mais qui ne seront pas sur des fronts assez importants pour s'accorder dessus en fait. Par exemple, sur la question de la légalité de la drogue, il y a des hommes de droite qui sont pour la légalisation de la drogue par rapport à l'aspect purement libéral. Les gens font ce qu'ils veulent, ils assument les choix de leurs conséquences, enfin les conséquences de leurs choix. Et il y a d'autres personnes qui sont de gauche et qui vont être pour la légalisation de la drogue pour tout plein d'autres raisons. Et en fait, oui, les deux sont d'accord. Et en fait, c'est juste qu'il n'y a pas intrinsèquement des idées de droite et des idées de gauche. Il y a juste des idéals de société qui sont de droite et des idéals de société qui sont de gauche, et qui vont faire que de temps en temps, il y a des idées qui sont communes aux deux. Mais en fait, si elles n'ont pas les mêmes finalités, ça sert à rien de se reconnaître de loin et se faire coucou de « nous sommes d'accord sur ces points-là ». Et c'est ça que je voulais en fait dire dans ma vidéo, mais ça n'a pas de sens puisqu'en fait il va le développer dans les 4 dernières minutes de sa vidéo. En fait j'ai même pas envie de regarder la fin avec vous parce que je pense que d'un point de vue de critique, ça se ferait pas de regarder en entier le contenu de quelqu'un et apporter aussi peu de plus-value que je le fais. Si ça vous intéresse, allez regarder sur sa chaîne. Moi, je vais m'arrêter ici, du coup, et je vais vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'oubliez pas le petit commentaire, me dire comment est-ce que vous avez ressenti l'évolution de la vidéo. Peut-être que j'ai loupé des arguments que j'aurais pu opposer à la cartouche. Peut-être que j'ai dit des énormités sur lesquelles vous voulez revenir. Je suis prêt à débattre avec vous dans les commentaires, donc ça sera avec plaisir. Je vous souhaite... je vous remercie, et je vous dis à la prochaine. C'était le Braque.